Lundi, 19h-20h, Fresh Up. En direct sur Sonalp Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Sonalp Radio. Nous sommes le lundi 17 février, il est 19h. Vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi, le bien nommé Fresh Up, avec comme d'habitude un invité spécial, comme tous les lundis, et puis vos chroniqueurs. Autour de la table ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de Gab. Salut Gab. Bonsoir. Ça va? Impeccable. Quelle voix de crooner celui-là, mais quelle voix de crooner. Ah, c'est ma voix de blues. Parce qu'il sait que ce soir il va y avoir du travail. Il sait que ce soir on a bûché, on a planché. Ah ouais, il a bossé. On a bossé. Dire qu'il a bossé parce que quand on parle de culture numérique, bien sûr ici Gab c'est un peu notre caution. Voilà, dès qu'on a un problème on lui en parle. Exactement. Et du coup ce soir, t'as pas boudé ton plaisir parce qu'on aura une chronique culture numérique. Exactement. Et tu vas nous parler de la gêne bêta. Ok. Très bien. J'attendais de savoir si t'avais une réaction particulière, si le titre t'évoquait rarement quelque chose. Je suis même pas allé voir. Je me suis dit, je vais me laisser la surprise. Ah non, tu auras tout le plaisir de découvrir cela. La gêne bêta. Donc on en parlera tout à l'heure. Et tu as prévu également de questionner notre invité aussi sur les usages numériques. En fait, c'est ça. Exactement. Et on va rentrer en plein dans un grand sujet. Ce sera donc à découvrir tout à l'heure. Merci Gab, tu restes avec nous. Quelqu'un que vous connaissez bien aussi maintenant, puisque c'est un nouveau visage de Sonalp Radio, une nouvelle voix. C'est Gwendoline. Salut. Bonsoir. Gwendoline. Bonsoir. Ça va? Très bien, et toi? Bah ça va très bien, merci. Alors ce soir on a dit qu'on allait parler, je sais pas si on l'a dit mais je vais vous le dire, on va parler de cybermalveillance. Et toi tu as choisi de prendre le contre-pied à ça. Voilà, je vais vous parler de la bienveillance. J'ai revu ma copie, j'ai fait non, bienveillance. On a hâte de découvrir ça parce que la bienveillance, on en a besoin, ça fait du bien et on n'a jamais trop la bienveillance. Donc on en profite ce soir, on va se délecter de ton billet d'humeur, Gwen. Donc merci encore d'être avec nous ce soir. Et puis on accueille également Nolan que vous avez peut-être un petit peu entendu la semaine dernière. Ça va Nolan? Super. Bon bah merci d'être avec nous ce soir. On va parler de cybersécurité. Rappelle-nous ton âge? 18 ans. 18 ans, étudiant, donc ça veut dire que toi aussi tu es un utilisateur principal des supports numériques, du smartphone, etc. Donc forcément, tu auras ton avis et des questions, j'imagine, à poser à notre invité. Donc tu restes avec nous et tu n'hésites pas. Notre invité, on le tease. Mais c'est qui? Eh ben ce soir, on a le plaisir de recevoir Alan Kinnick, qui est expert en cybersécurité et transformation numérique. Il est également le créateur et le fondateur de la plateforme prévention-internet.fr et ils organisent dans ce cadre-là les 30 jours cyber. On en parlera, c'est un défi. Bonsoir Alan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, on a discuté un petit peu hors antenne là en off. J'ai flippé quand par exemple, allez, avant de rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure pendant l'interview, mais moi je pensais bêtement que en coupant son téléphone, on est plus géolocalisé, on est tranquille, etc. en l'éteignant. Et en fait, non, pas du tout. En fait, on est suivi partout, tout le temps, quoi. Et encore, j'étais gentil. J'ai pas tout dit. Ok, c'est sympa. Gardez-en sous le pied, on verra tout à l'heure. Mais ça fait flipper quand même tout ça. Vous le saviez ça, que en éteignant son téléphone, on était encore géolocalisé? Non, moi je pensais vraiment quand tu avais mis sur mode avion, naïve, jusqu'au bout. Moi je me dis dans l'éteignant ça va, mais Nolan, tu le savais? Non, je savais pas non plus. Gab, tu savais ça ou pas? Ça pour le coup, j'en avais entendu parler, ça pour le coup. T'aurais pu me le dire, t'es pas mais j'ai vu la petite pointe de terreur dans tes yeux quand il a annoncé ça. J'ai compris qu'il va falloir te renvoyer des courriers à la main maintenant, que t'auras plus d'email. Non mais c'est vrai que c'est dingue, on n'est jamais tranquille. Voilà. Bon, en tout cas, on parlera de tout ça, vous l'avez compris, en fin d'émission. Non, pendant l'émission, bien sûr. Et ce soir, pour commencer, donc Alan, vous restez avec nous. On va parler avec Gwendoline de bienveillance. Ça va nous faire du bien pour commencer cette émission. La bienveillance, une arme de dissuasion massive. Alors ce soir, vous l'aurez compris, on va vous parler de cybermalveillance, de piratage, de désinformation, de cyberharcèlement. Moi qui naïvement avait commencé un joli billet aux accents printaniers pour vous expliquer qu'en ce 17 février, nous avions déjà parcouru un quart du chemin vers l'été, j'ai revu ma copie. J'ai bien lu le document que tu m'as envoyé en PDF, Geoffrey. On a bossé. Dossier de presse d'Alan. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a miné? Mais ça m'a miné. C'est pas contre vous, Alan, ne le prenez pas mal. C'est que moi, qui ai connu l'époque de la démocratisation d'Internet, je pensais que cette invention allait changer le monde, agrandir les âmes, ouvrir les esprits et les cœurs. Bon, j'admets, je suis un peu fourvoyée. On est utopiste et pas visionnaire.
Mais face à tant de malveillance, de risques et de méchanceté, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se laisse aller à la morosité et on baisse les bras, soit on choisit de se battre. Et moi, ce soir, je choisis de riposter et de vous parler douceur, compréhension et gentillesse. De faire face à cette déferlante de vilains marcheurs blancs numériques, faut avoir la ref, et tel Arya Stark, avec quelques années de vol de plus au compteur, de brandir haut mon arme de dissuasion massive, la bienveillance. La bienveillance, vous connaissez ? Vaguement. La bienveillance, cette attitude de bonté, de prévenance et de sollicitude envers autrui. Cette disposition à vouloir le bien des autres, à leur accorder de l'attention, de la compréhension et de l'empathie, sans chercher à obtenir quelque chose en retour. La bienveillance, cette discipline sportive méconnue, cette compétition à qui sera le plus tolérant, le plus indulgent, le plus compatissant, le plus lâche peut-être un peu quand même, non ? Jusqu'à ce que la notion de limite explose et que l'on se retrouve à s'excuser pour avoir respiré trop fort ou pour avoir osé dire non. Bref, la bienveillance, ce terme SO 2018 que l'on a peu à peu accommodé à toutes les sauces, et en particulier dans ces deux rapports hiérarchiques fondamentaux que sont l'éducation et le management. Ah ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, si vous n'élevez pas votre enfant dans la bienveillance, vous êtes le parent honteux et esselé devant le portail de la cour d'école. Parce que Bibou, il est légitime à exprimer son désaccord avec le programme du soir, douche, dîner, dodo, et à vous lancer sa purée de carottes bio à la figure. Et parce que Princesse Eladra, oui, elle a le droit de refuser de ranger sa chambre avec la même véhémence qu'un étudiant en sociologie, anarchiste en treillis 68 arts, barricadé dans une fac, occupé et éructant ses révoltes plus vite qu'il n'allume ses gauloises. Ah, la bienveillance, cette soft skill incontournable pour tout N+1 qui se respecte. La bienveillance, c'est quand ton boss te répète que tu es indispensable, que ton travail est incroyable, mais que non, toujours pas d'augmentation. Mais un atelier gestion du stress et une boîte de chocolat pour Noël, parce que ta santé, c'est important à ses yeux. Oui, puis vous vous souvenez, pendant la pandémie, la bienveillance en feu nourri. Lorsque nous débutions nos mails pro par cette phrase « J'espère que mon message se trouvera en bonne forme », et les conclusions non pas par « cordialement, bien à vous » ou juste « CDT quand les gens nous gonflaient », mais par cette formulation embabouinée « Prends soin de toi et de tes proches », tout en espérant que cet abruti Gilou du service innovation et prospective fumigène se tape un Covid long aussi violent que ma grosse paf de ma main droite dans sa tête d'ahuri. Alan, en fait, je retire tout. Je crois que finalement, la bienveillance, ça peut être aussi une forme de violence quand elle est une injonction. Je déclare forfait, le monde est foutu. J'ai nul doute que vous allez nous apprendre à survivre, ne serait-ce que dans cette jungle numérique. Merci Gwen pour ce billet d'humeur, bravo. Effectivement, c'est bien résumé. Je vois qu'on connaît Gilou aussi, du coup on a les mêmes. On a tous des Gilous. Même ref, voilà, effectivement. Donc il nous écoute ce soir, sûrement. Ouais, la bienveillance. C'est vrai que autour de la table, là, un petit peu, est-ce que comme Gwen, tu trouves toi Gwen qu'on est trop bienveillant ou pas ? Non, je trouve qu'on utilise ce terme à tort et à travers. C'est-à-dire que tout est bienveillant et je trouve qu'à force de devoir être bienveillant, bah c'est une forme de violence, c'est une injonction et on laisse pas les gens être tels qu'ils sont réellement. Et effectivement, t'oses plus respirer ou t'oses pas dire non parce qu'il faut pas vexer. Ouais. Ouais, la peur de. En fait, c'est un petit peu de comment on pourrait appeler c'est un peu de le contraire de l'antipathie mais poussé quoi en fait. Je cherche le mot. Oui, c'est l'empathie poussée à son paroxysme. L'empathie, ouais, c'est bien résumé. T'as fait la formule. Ancienne avocate, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus hein, en PLS directement. Alan, vous êtes d'accord avec le constat de Gwen ou pas ? Trop bienveillant, c'est louche. On est d'accord. Quand c'est flou, il y a un loup. On a tous un collègue comme ça qui est trop bienveillant, qui cuisine des gâteaux et tout, qui apporte des trucs à chaque fois. C'est bizarre. Nolan, de ton jeune âge, donc t'as 18 ans, mais je pense que c'est important, mais après oui, faut pas en faire trop et puis aller à l'encontre de ce qu'on pense aussi. Est-ce que tu ranges ta chambre ? Oui. Ça va alors, c'est bon. Après ou avoir râlé ou direct sans râler ? Je râle, mais envers moi-même, ça va. En fait, oula, il y a du niveau. Ah ouais. Dis donc là, il a posé voilà. D'accord. Hop, il nous a séché. La bienveillance envers soi-même, c'est bien aussi. Gab, qu'est-ce que t'en penses toi ? Bon, moi, ça va être une redite de ce que vous avez dit. Hein. Je vous rejoins dans la même idée que l'injonction à la bienveillance trop poussée, ça peut être contre-productif dans le sens où parfois à vouloir trop nous l'imposer à l'être, on peut ne plus le devenir. C'est quelque chose qui se manège différemment. C'est plus une conclusion d'un chemin que un parcours forcé. Et je ferai pas mieux. Gab, je l'ai pas février 2025. Je l'ai vraiment pas noté. Hein. Sun Alper Radio. Il y a pas de chat GPT là-dessous. Hein. Non, tu peux vérifier mon ordi actuellement. Il y a pas de chat GPT. Il y a une prise de notes. T'as une bonne mémoire, hein, donc tu sais, ça peut être fait avant-hier. Bon, très bien. Bon, là on vous a parlé de bienveillance. Hein, on vous a un petit peu couconné. On vous a un petit peu. On vous a oui, on vous a couconné. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur. On va parler de cybermalveillance. C'était tout pour toi, Gwen ? Ah oui, c'est tout pour moi. Très bien. Bon, plus compétente après. Je suis bienveillant. T'as vu, je prends. Oui, non, c'est bien. Je prends soin. Alors, justement, on va faire un petit tour de table. Je voudrais savoir si autour de cette table, vous avez été vous-même victime de cybermalveillance à un moment donné dans votre vie. Donc on est d'accord, Alana, quand on dit cybermalveillance, ça peut être fuite de données, ça peut être espionnage.
Ça peut être aussi piratage d'une boîte mail, on n'a plus accès, piratage d'un compte Insta, etc. Oui, c'est ça, c'est vraiment très large. C'est large. Tout ce qui se passe en fait sur les supports numériques, quoi. Et pas bienveillant du coup. Et pas bienveillant, exactement. Gwen, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, toi? Non, je touche du bois. Ouais. Honnêtement, ou soit je m'en suis pas rendu compte, mais non, même aucun. Parce que c'est vrai qu'on rappelle, toi, t'étais anciennement avocate. Oui. Et c'est vrai que du coup, peut-être que, enfin, j'imagine que vous faisiez attention à ça parce que au quotidien, tout se passe par mail et tout. Alors, on a l'obligation de faire très attention dans l'utilisation des messageries et de ne pas utiliser des trucs comme Hotmail et compagnie. Ça, c'est la théorie. Ah ouais. Ok. Après, ouais. Bon, ça, il y a prescription, mais moi, j'avais une adresse Gmail. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc oui, non, mais après, on fait pas n'importe quoi non plus, mais non, j'ai vraiment même dans mon boulot jamais, honnêtement. J'ai eu de problème. J'ai eu de problème. Et à titre perso, je souhaite pas non plus, mais pour l'instant non. On touche du bois. Et après cette émission-là, tu seras. C'est ça, je vais être paranoïaque. Non, tu seras blindé justement. Plein de conseils. Nolan. Moi, ça m'est arrivé récemment justement. Ah, raconte-nous. J'ai fait pirater l'adresse email de l'université. Et donc je me suis rendu compte en voulant me connecter et j'ai vu que j'avais plus accès à rien. Ok. Et donc là, faut que je me dépêche d'aller voir les informaticiens pour réinitialiser mon mot de passe. Et est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit là j'ai été imprudent et c'est quelque chose qui pourrait expliquer? Je reçois beaucoup de mails avec l'université, donc beaucoup de liens aussi. Et donc je me dis que j'ai peut-être pas fait attention et cliqué sur un lien qui était pas bon. Alan, ça vous évoque quoi ça du coup? Piratage de boîte mail, comme dans le cas de... Classique, comme il l'a dit, ça peut être un lien, on clique sans faire exprès. Il suffit parfois aussi de mettre par exemple l'adresse mail de l'université sur un compte LinkedIn ou autre. Ils la récupèrent et derrière ils arrivent à pirater. Malheureusement, tout ce qui est université et école supérieure, c'est pas les comptes les plus protégés. Okay. Alors je dis ça, mais je bosse pour je suis intervenant sur pas mal d'écoles supérieures, mais voilà, je le vois régulièrement. Même nous, en tant que formateurs, nos boîtes mail sont totalement piratées, quoi. Donc ça amène à ma prochaine question. Est-ce que du coup, ce qu'on souvent dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Est-ce que vous, Alan, vous êtes déjà fait et vous des fois vous faites encore pirater, vous tombez encore dans des pièges? Alors des fois les pièges, c'est vrai qu'ils sont tellement bien faits que il suffit d'un moment d'inattention et on se dit oups, je suis à deux doigts de faire une connerie. De fatigue ou... C'est ça, ouais. Après je fais ultra attention, je suis ultra protégé. Mais après oui, je sais aussi que vu que j'apporte mon aide à pas mal de personnes, surtout les particuliers, dans les aider justement à réparer tout ce qui a été fait lors de piratage, cyberharcèlement, etc. Je sais que forcément je me fais pas mal d'ennemis. Et oui, c'est ça. Donc oui, il y en a qui essayent. Ah ouais, c'est ok. Gab. Alors, moi je fais trop tendre la question. Tu penses à mon avis que je me suis beaucoup fait avoir ou pas beaucoup fait avoir? Je te retourne la question. Pas plus que les autres, mais non, parce que je sais que tu t'y connais et que du coup, je pense que tu mets des garde-fous. Je pense que tu mets beaucoup de garde-fous. Ouais, exactement. Et pourtant, malgré ça, plusieurs fois, des comptes. J'ai juste vidé mon compte. Mais voilà, j'ai plus d'argent. Et voilà, compte bancaire, ça arrive à tout le monde. Alors, je ne suis pas là. Si tu veux un chèque, j'ai rien. Je te le dis. Non. Mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors moi, beaucoup sur des comptes de jeux vidéo. Ah ouais. Alors là, c'est des petites guéguerres de l'époque, mais souvent sur certains comptes de jeux vidéo pour prendre les items qu'il y a sur des persos. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un compte de jeu qui est bloqué. C'est pas grave. C'est pas si grave. Et là, du coup, alors on se rend compte qu'on a un problème. Et là, je peux me permettre de poser une question. Bien sûr. C'est juste parce que ça arrive peut-être. Donc tu l'as dit aussi, Nolan, que toi tu t'étais fait prendre ta messagerie en otage. C'est ça. Généralement, moi j'ai le réflexe de quand j'ai un compte associé qui est pris, de tout de suite me dire je vais changer le mot de passe de ce compte. Comme ça la personne n'y aura plus accès. C'est un réflexe que j'ai. Est-ce que et je sais qu'autour de moi certaines personnes ont le même réflexe. Est-ce que c'est un bon réflexe? On aura la réponse juste après cette courte pause. Voilà, justement, ça tombe bien. Merci pour la transition, Gab. Donc, restez bien avec nous parce que ce soir, vous l'avez compris, on va parler de cyber, et non pas cybermalveillance. Cybermalveillance avec Alan Kinnick, qui est expert en cybersécurité. Il a fondé la plateforme prévention-internet.fr. On en parlera dans quelques instants. Restez bien avec nous. Marco, écoute bien parce que ça va t'intéresser. À tout de suite sur Sun Alpe Radio. Un petit peu de musique et on revient juste après ça, en direct. Ne bougez pas. Lundi, 19h-20h, Fresh Up. En direct sur Sun-Alphe Radio. Lundi, 19h-20h, Fresh Up. En direct sur Sun-Alphe Radio.
On est bien, profitez-en, 19h20 sur Sun Alp Radio, c'est l'heure de Fresh Up, la suite. Et ce soir, on parle de cybermalveillance, mais pas avec n'importe qui, puisque notre invité de ce soir, s'appelle Alan Kinnick. Il est expert en cybersécurité, fondateur de la plateforme prévention-internet.fr. Ça fait plus de 15 ans pratiquement maintenant, Alan, que vous gravitez dans le monde du numérique. C'est ça, ouais, à peu près, ça fait 15 ans. Donc de l'expérience, 15 ans d'expérience, bien sûr, vous l'avez compris. Gab, juste avant de lancer la première pause, tu avais posé une question, est-ce que tu peux la reposer? Tu avais posé une question à Alan. Exactement. C'est fort intéressante. Très fort intéressante ta question. Merci, je te remercie beaucoup. Comme ça j'ai le temps de m'en souvenir. Non, ma question c'était parfois quand on se fait pirater un compte, un des réflexes qu'on peut avoir, en tout cas moi c'est celui que j'ai, c'est tout de suite de se dire bah voilà, mon compte a été piraté. Tout de suite je vais changer le mot de passe de ce compte-là pour que la personne n'y ait plus accès. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce que y a un danger à faire ça? Est-ce que je passe à côté de est-ce qu'il y a une vigilance supplémentaire à apporter? Est-ce que le réflexe est bon? Alors déjà le réflexe de changer le mot de passe direct derrière, c'est une bonne chose. Après il faut quand même vérifier en amont si par exemple sur la plateforme en question il n'y a pas eu des appareils qui ont été ajoutés. C'est-à-dire que par exemple s'il y a un autre téléphone, un autre ordinateur qui a été ajouté, connecté à ce compte-là et qui est toujours, on a beau changer le mot de passe, des fois on fait pas attention et du coup ça va pas changer le mot de passe pour l'appareil qui est déjà connecté, donc il restera connecté et donc derrière l'escroc entre guillemets, lui il va avoir la possibilité de rechanger une nouvelle fois le mot de passe. Donc la première chose, ça va être surtout de vérifier ça, de si on voit un appareil qui ne nous appartient pas, le supprimer, le virer et derrière changer le mot de passe et après mettre là en place la double authentification et tout ce qui va avec. Okay. La double authentification, c'est fiable à 100%, c'est-à-dire que en gros, si vous m'arrêtez si je me trompe, mais globalement, quand on se connecte sur un site internet, ça nous envoie un SMS par exemple, et on doit rentrer un code pour confirmer que c'est bien nous. Est-ce que ça c'est fiable? Alors rien n'est fiable à 100%. Après oui, ça rajoute quand même une protection supplémentaire. Donc on peut le faire soit via un SMS ou via les applis d'authentification, que ce soit via Google ou Microsoft qui en proposent. Parce que j'ai vu que maintenant ils interceptaient même les SMS en fait. Non mais c'est fou. Les SMS, il suffit d'avoir 2-3 infos sur vous, je sais pas moi, un nom de famille, une date de naissance, une adresse postale. J'appelle votre opérateur, je me fais passer pour vous, je demande d'activer une double carte SIM. Du coup, j'ai la duplication de votre carte SIM. Qu'elle soit format numérique ou même format physique, je vais me la faire livrer dans un point relais. Vous allez demander par exemple, ou moi je vais me connecter à votre compte, derrière il y a la double authentification. Vous de votre côté vous allez recevoir un SMS, vous allez dire c'est quoi, je suis pas connecté. Donc vous laissez passer. Alors que moi je vais aussi recevoir le SMS parce que j'ai aussi les mêmes SMS que vous. Et du coup là je vais pouvoir me connecter et valider l'authentification. Donc ça désactive même pas en fait la SIM d'origine. Non, c'est un clone. C'est un clone, c'est légal parce que voilà, par exemple, moi j'en ai une pour mon portable et j'en ai une par exemple pour la tablette histoire de profiter du forfait 4G. Mais oui, après c'est un clone. Ça c'est la faille de l'opérateur en fait qui s'assure pas assez en amont de l'identité de la personne qui demande en fait la carte SIM quoi. Ils vont juste demander je veux 2-3 infos histoire de quand on appelle nos opérateurs ou autres pour vérifier l'identité, on vous pose quelle est votre date de naissance et je sais pas moi votre adresse postale. Un hacker, il se renseigne sur vous en fait avant d'agir et donc il a déjà ces informations-là. Et bien voilà, chers auditeurs, vous êtes habillés pour l'hiver. On va parler un petit peu de votre parcours, Alan. À quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais me spécialiser dans la cybersécurité? Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui vous a touché vous personnellement ou vous avez vu autour de vous trop de personnes qui se faisaient justement prendre dans ces travers? Alors, ça fait 15 ans que je bosse dans le numérique. Dans tout ce qui est transformation numérique, communication digitale, etc. Et alors c'était déjà un univers qui m'intéressait. Et en 2020, on a eu un ami en commun qui s'appelait le Covid. Forcément, j'ai eu pas mal de contrats qui se sont arrêtés à cause de ça. Et je me suis aperçu aussi que indirectement, il y avait aussi une hausse, une recrudescence déjà des actes de cybermalveillance. Parce que forcément, tout le monde était en télétravail. Les salariés en télétravail, ils sont dans des espaces beaucoup moins protégés qu'en entreprise. Et donc, ils se faisaient beaucoup plus pirater et hacker. Et donc, c'était déjà un univers qui m'intéressait. Et je me suis dit, écoute, au lieu de rien faire, ce que je vais faire, je vais commencer à me former. Et donc, je me suis formé justement sur tout ce qui est cybersécurité.
et afin de pouvoir proposer en fait ce genre de service dans un premier temps aux clients que j'avais, mais après voilà, j'ai réussi à développer et justement aller sur une cible aussi de particuliers, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui se font pirater. Et vous avez décidé de fonder Prévention Internet, où là c'est une plateforme en ligne qui permet notamment tout simplement de faire de la prévention sur la cybermalveillance pour éviter justement de se faire tout simplement de se faire arnaquer, toutes ces bonnes choses. C'est ça. En fait, je me suis aperçu que sur l'aspect surtout particulier, il y avait rien qui était fait en termes d'éducation numérique sur les problèmes cyber. Et donc j'ai décidé de créer cette plateforme-là justement, déjà dans un premier temps, donner des sortes de conseils, des études de cas pour chaque problématique. Et après, à côté de ça, de développer un peu plus de services. Et aussi, maintenant, j'interviens également dans tout ce qui va être lycée, collège, école supérieure, justement aussi pour apporter mon expertise là-dessus et pour aider les futures générations justement à être armées contre les risques cyber, mais aussi via des établissements spécialisés. Par exemple, là tout à l'heure, j'étais auprès de Alpicia, justement voilà, pour former leurs résidents à tous les dangers qui existaient sur Internet et leur donner en fait les bonnes pratiques pour pas tomber dans les pièges des escrocs. Et sur cette même plateforme, on peut réaliser un défi qui s'appelle le défi 30 jours cyber. Et si je résume, c'est chaque jour un défi simple à faire pour se protéger contre la malveillance. C'est ça, exactement. En fait, je suis parti du constat où justement les personnes que j'accompagnais qui étaient déjà victimes d'actes de malveillance étaient justement pas informées sur le sujet, et donc je leur donnais des conseils à chaque fois pour qu'ils puissent changer les mots de passe, utiliser un VPN, etc. C'est aussi des choses que j'ai pu remarquer auprès des étudiants que je forme. Je me suis aperçu, voilà, déjà dans un premier temps en les questionnant, que la plupart n'utilisaient pas d'antivirus, des choses comme ça. Okay. Et donc, je voyais qu'après les cours, à chaque fois, ils me posaient des questions, et que, au fur et à mesure, ils commençaient à progresser en termes de protection numérique. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, justement, de lancer une sorte de défi et de dire aux gens, voilà, vous vous inscrivez au défi, c'est totalement gratuit, et tous les jours, vous allez recevoir par mail, justement, un conseil, une action à faire, qui peut être changer un mot de passe, qui peut être comment bien utiliser justement un navigateur pour protéger ses données, etc. Et au bout de 30 jours, normalement, la personne, elle est quand même un peu mieux protégée. Et puis, elle est capable aussi de transmettre un peu ses connaissances autour d'elle, quoi. On en parlera tout à l'heure avec Gab, du VPN, des navigateurs internet, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions à ce sujet. On expliquera ce que c'est un VPN, parce que c'est vrai que je pense que pas tout le monde ne sait forcément ce que c'est. Donc on en parlera tout à l'heure. Restez bien avec nous. Là, comme ça, Alan, par quoi on devrait commencer si on veut sécuriser, par exemple, son smartphone, son ordinateur, son compte internet, son compte bancaire? Quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, ça va être déjà tout ce qui est mise à jour. C'est le truc le plus simple, mais beaucoup de personnes vont laisser les mises à jour traîner. Et forcément, une mise à jour, si elle a été mise en place, c'est certes peut-être pour apporter des fonctionnalités supplémentaires, mais surtout pour réparer des failles de sécurité. Et donc derrière, il y a quand même un intérêt. Donc la première chose à faire, c'est de faire les mises à jour. Ensuite, je dirais tout ce qui est antivirus. Antivirus plus anti-malware. D'accord. L'idée, ça serait de combiner les deux afin de sécuriser tous ces appareils. L'antivirus, c'est pas que sur l'ordinateur, c'est aussi sur le téléphone. Et c'est ça, parce que c'est vrai que souvent on pense à l'ordinateur, mais on pense pas forcément au smartphone, quoi. Est-ce que les smartphones, quand même, de base, ils ont un espèce de pare-feu, quelque chose en fait qui quand même empêche un petit peu de télécharger des virus, par exemple, ou c'est vraiment open bar? Grâce aux mises à jour, ça devrait quand même limiter un petit peu. Il faut nous dire, on a envie de savoir. Pour vous faire peur ou pas? Oui, allez-y, déjà bien. Le problème du smartphone, c'est qu'au final, sur notre smartphone, on a toute notre vie. Ouais. Voilà, on en discutait tout à l'heure. Sur un smartphone, je suis sûr qu'autour de la table, quasiment tout le monde a sa carte d'identité. Moi, je crois pas, mais... En photo? Non. Ouais, en photo, ouais. Non. Je crois que Nolan, tu l'as? Oui, j'ai un photo. Donc voilà, venez déjà. Voilà, enfin, on a des papiers d'identité, on a des photos, on a nos codes confidentiels, enfin, on a tout un tas de choses. On a tous nos contacts aussi, c'est une mine d'informations. Et derrière, par contre, on fait rien pour protéger.
Donc l'idée, c'est vraiment déjà de sécuriser le smartphone parce que forcément le smartphone, il peut avoir un virus, mais il peut être aussi, on va dire l'élément qui va servir justement pour vous espionner. On en parlait tout à l'heure de ce fameux où moi je pensais naïvement que quand on éteignait son téléphone, oui désolé d'être si naïf, ça coupait tout court en fait. Je me suis dit le téléphone est coupé, donc finalement et non, il faudrait qu'il soit déchargé en fait. Il faudrait pour vraiment qu'il émette plus rien. Ouais, il faudrait Mais ok. Ou que t'en aies plus. Après, termine dans le Javel, quoi, en fait. Pas de problème. Après, je sais que j'ai pas mal de victimes d'actes de cybermalveillance qui se tournent vers des téléphones des années 90 à touche. Que Nolan n'a pas connu, bien sûr. C'est ça. Ok, j'en ai quand même eu un quand j'étais petit. Ah, t'en as eu un? Ah ouais, effectivement. C'était les meilleurs. C'était pratique. Mais au moins, il y avait moins de risques. Ah bah ouais. Et puis là, on enlevait la batterie, puis on était tranquille. Là, essayer d'enlever une batterie sur un Samsung ou un iPhone. Oui, c'est pas possible. Pas possible. Trop chronophage. Mais ça peut être, le téléphone peut être lui vraiment en fait on va dire l'outil qui va servir à l'acteur malveillant pour vous espionner. Et le problème, c'est que l'acteur malveillant, il est peut-être autour de vous. Alors c'est ça, parce que ça c'est pareil, parce que au niveau dans un film Netflix, 90% des auteurs justement de piratage, enfin des victimes de piratage, 90% des victimes de piratage, c'est quelqu'un de l'entourage, donc un ami, un proche, un colocataire, comme vous nous l'avez dit hors antenne. C'est ça. En général, quand on se fait pirater, logiquement, on va chercher à nous voler des données ou à nous réclamer de l'argent. Quand j'ai des victimes justement qui me contactent et il n'y a pas de vol de données, il n'y a pas de demande de rançon entre guillemets, je me dis il y a quelque chose de bizarre. Et donc derrière, j'essaye d'enquêter, de voir. Et par exemple, pour le cas que je parlais hors antenne, c'était justement un jeune. Il avait 19-20 ans et en fait, lui s'était fait dans un premier temps voler son compte Instagram. Donc le hacker lui avait piqué son compte Instagram. Qu'est-ce qu'il a fait? Tant pis, moi je vais en créer un autre. Donc il s'était créé un autre compte Instagram. Sauf que le hacker s'amusait à le contacter via son compte Instagram. Donc c'est comme s'il se parlait à lui-même, quoi. D'accord. Et le hacker lui disait du style je sais où t'as été, je sais, alors qu'est-ce que tu fais dans ce magasin-là, tiens, aujourd'hui t'es à tel endroit. Et puis des fois il lui disait aujourd'hui j'ai pas envie que t'aies de réseau téléphonique. Il lui coupait le réseau téléphonique. C'est un corbeau, quoi. Voilà. Tiens, aujourd'hui j'ai pas envie que t'aies internet. Il lui coupait internet. Et donc il comprenait pas, quoi. Ça a été hyper loin parce que au final le jeune s'était inscrit ne serait-ce à l'université. 2 jours après, le hacker qu'est-ce qu'il a fait? Il a désinscrit de l'université. Le jeune, il cherchait une voiture sur internet. Donc l'autre s'était amusé à mettre une fausse annonce sur le Bon Coin de pile la voiture qu'il recherchait. Il s'était amusé à lui faire je sais plus combien de kilomètres pour l'emmener au milieu de la campagne et pour le laisser poireauter. Comme ça. Ah, ça va loin. Ah ouais, ça a été. Qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qui avait déclenché cette haine? Parce que est-ce qu'il avait pas baissé la lunette des toilettes à un moment donné? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est fou. Alors au début, moi je savais pas. Alors son entourage ne savait pas trop. Sa mère avait quand même quelques doutes sur le personnage. Mais au début, je savais pas. Donc du coup, j'ai commencé à enquêter. J'ai analysé ne serait-ce son téléphone et sa tablette. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des choses. Je fais OK, donc du coup j'ai viré toutes les choses qu'il y avait. D'accord. J'ai installé des protections et j'ai dit normalement voilà ça va se calmer, il y aura pas de souci. 2-3 jours après, il m'appelle et il me dit les protections que vous avez mis, elles ont été enlevées. Je fais non, c'est pas possible. Donc je le revois, je réexamine tout et en fait effectivement ça avait été enlevé. Je me suis dit bon, le problème c'est que techniquement la personne qui peut enlever ça, elle doit avoir un accès physique à votre téléphone. M'a dit non, je vois pas qui. Bon, ok. Donc derrière, je continue quand même mon enquête. Et puis au bout d'un moment, je lui dis écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un mail parce qu'il avait accès à ses mails aussi. Je vais vous envoyer un mail avec un lien. Vous ne cliquez pas dessus. Ok. Oui, on est obligé d'utiliser parfois des techniques pour le tracer en fait, c'est ça. Pour le tracer. Okay. Et donc je lui avais expliqué. Je lui avais expliqué le principe. Je lui ai dit voilà. C'est pour vous tracer. Il m'a dit il y a pas de souci. Et donc 2 jours après, je reçois une alerte comme quoi le lien a été cliqué. Donc je lui dis est-ce que vous avez cliqué sur le lien? Il me dit non. OK.
tel jour vous étiez où? Il m'a dit j'étais alors il m'a donné l'adresse en gros de chez ses parents. Et en fait je lui dis OK, et cette adresse là ça vous dit quelque chose? Enfin en tout cas un quartier. Ouais. Il m'a dit ouais, c'est où il y a mon appart. Ah, je fais OK, votre appart vous vivez seul, il y a quelqu'un? Il me fait non, je suis en coloc. Et d'accord, le colocataire il serait pas suspect? Non, c'est un pote à moi, enfin OK. Donc j'essaye de me renseigner quand même, en sachant que entre-temps, je m'étais aperçu que le colocataire en question, il s'était amusé à m'espionner entre guillemets, à visiter mes comptes mais les miens les réseaux etc. et notamment LinkedIn où on a la possibilité de voir qui a vu notre profil. Ouais, ça c'est je me suis dit c'est bizarre mais admettons. Il s'était amusé aussi à mettre on va faire une fausse demande d'assistance en disant je me fais pirater etc. Ça c'est bizarre aussi mais passons. Et donc du coup je me renseigne sur lui, je m'aperçois qu'au final il a fait des études scientifiques option informatique. En questionnant du coup la victime, il me dit il a un ordinateur de bureau, un truc de gamer justement, un truc qui coûte 5-6 000 euros. Je fais mais il joue aux jeux vidéo? Non en plus il est nul. D'accord, donc suspect. Il joue pas aux jeux vidéo, il est nul et en plus il a un ordinateur qui coûte 6 000 euros. Ça commence à sentir mauvais. Je pense avoir trouvé qui c'est moi. Ouais. Il y a un petit doute. Mais bon. Donc je fais mon enquête et puis je m'aperçois de plus en plus que forcément le suspect c'était lui. Et un jour, alors je devais voir la victime le lendemain. Et un jour je reçois un appel de sa part, je sais plus, il devait être 21h30. C'est étrange, pourquoi on m'appelle? De la part de la victime. De la part de la victime, ouais. Je savais que je devais le voir le lendemain, je lui dis je vais répondre. Et donc complètement paniqué, il me dit je suis dans mon appart, là mon coloc il est au boulot, il travaille, je viens de tomber sur son iPad, j'ai deviné son mot de passe. Justement, faut mettre des mots de passe compliqués sinon. Et en fait, il s'est aperçu que sur l'iPad, il y avait tous ses comptes Instagram, ses comptes Snapchat, des photos de lui qui avaient été prises à son insu, des géolocalisations de sa moto, de sa voiture, la totale quoi. Et donc il s'avère que c'était lui au final. La souris dans le sac. C'est ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'aussi il géolocalisait la moto, la voiture. D'accord. Il s'était amusé à mettre des AirTags dans la moto, dans la voiture. Et en fait, il avait averti son colocataire, la victime, en lui disant un jour, il lui a dit j'ai eu une offre promo d'Apple, j'ai eu une dizaine d'AirTags en cadeau. Et le jour où il y a une offre comme ça d'Apple, faut m'appeler. Finesse. C'est Et donc c'était histoire de pouvoir une emprise en fait, de chercher à avoir une emprise sur la personne. Donc tout ça pour dire que derrière, au final, même les gens les plus proches, ça peut être eux quoi. Qu'est-ce qui doit nous alerter en fait où on se dit oula là c'est bizarre, mon téléphone se comporte bizarrement, et à quel moment du coup justement on fait appel à vos services en fait? Déjà normalement quand on a des malwares ou des virus sur un ordinateur, vu que l'ordinateur en lui-même c'est une machine qui est censée absorber, on va dire, une grosse forte d'énergie et de puissance, ça passe un peu inaperçu. D'accord. Au contraire, le téléphone, lui, c'est pas censé observer une aussi grosse forte puissance d'énergie. Donc forcément, le téléphone, il va avoir des comportements suspects. On va avoir un téléphone qui va se mettre à bugger, qui va s'allumer, s'éteindre tout seul. On peut avoir un téléphone où justement, j'ai ma batterie, elle est à 100% le matin à 8h. À midi, je me retrouve à 40%, alors que je l'ai pas utilisé. Mon téléphone qui commence à chauffer de façon anormale. Ça tournerait en arrière-plan, quoi, en fait. Voilà. En fait, c'est qu'il y a un processus derrière qui tourne, qui puise de l'énergie, qui fait chauffer le téléphone. Et si déjà on a ces premiers symptômes-là, il y a quelque chose de bizarre. Bon, après, il faut pas s'inquiéter. Si le téléphone est vieux, c'est normal. Oui, voilà. Faut pas non plus devenir. Mais en fait, on devient pas parano en fait quand on fait un travail comme le vôtre, parce que on est obligé. Ouais, c'est ça. On est obligé, limite, c'est que quand j'ai quelqu'un qui me contacte par rapport à une demande, je me dis ok, elle est où l'arnaque? Est-ce qu'il cherche à piéger? Est-ce qu'il cherche au contraire à avoir des informations? Enfin voilà, même quand je reçois des mails, enfin peu importe. Limite, on doit se méfier de tout quoi. D'accord. Autour de la table, ça vous évoque quoi? Gwen, Nolan, Gab. Dans quelques instants, on commencera d'ailleurs l'interview Fast and Curious, dans quelques instants.
Moi, que je vais me relancer dans l'élevage de pigeons voyageurs. Tu l'as déjà fait, ça? Oui. Voilà, bon, c'est bon, c'est fait, t'as la case à cocher. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'après cette interview, tu vas essayer tu vas te dire que, tiens, je vais changer des habitudes. Les mises à jour, je les fais. Ouais. En fait, le problème, c'est que les mises à jour, il faut qu'il y ait 100% de batterie. Et le mien, il a jamais 100% de batterie. Alors, je laisse tomber la mise à jour jusqu'à ce que le téléphone se rallume plus. Je sais pas, je vais faire la mise à jour. Ça commence comme ça. Hein? Non, je suis une très mauvaise élève en la matière. Je m'en fous, mais d'une force. Eh ben, allez-y, hein, donc voilà, vous avez une victime. Mais je vais faire attention. Nolan. Moi, je réfléchis à tout ce que j'ai sur mon téléphone et je me dis qu'il faut pas que je le fasse pirater. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est tous pareils. Efface la photo de la carte d'identité, efface. Ouais, déjà, la carte d'identité, c'est le plus carte important. Il y a pas longtemps, j'ai mis la carte bleue aussi avec Apple Pay. Oh, oui. Ça, c'est un danger, ça. Numéro de sécurité sociale, tout. Ouais, voilà. Parce que, du coup, si on a le téléphone de Nolan, en fait, on peut tout faire. On peut payer, on peut faire un crédit. C'est génial. Tu peux me filer ton téléphone? Non, il a confiance quand même. Mais ouais, le problème, c'est que, ne serait-ce que la carte d'identité, derrière, on récupère la carte d'identité, et ils font tout et n'importe quoi, ils vont taper des crédits, et au final, vous allez vous apercevoir, d'ici quelques années, quand on va vous appeler, ce serait bien de rembourser 40 000 euros de crédit. Donc, faut prendre... c'était l'EM. Bonhomme vert, qui va nous appeler. On a dit aussi que, l'erreur notamment qu'on fait beaucoup, c'est qu'on se connecte souvent sur des Wi-Fi publics quand on n'a pas de Wi-Fi, ou même les fameuses batteries en libre service pour charger son téléphone et tout, etc. Et c'est vrai que moi j'ai entendu dire que ça, il fallait absolument pas le faire parce que c'était une porte d'entrée au virus, etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Ah bah oui, le Wi-Fi public en soi, il est public, tout le monde y a accès. Les bienveillants et les malveillants. Donc forcément, et c'est pareil, les bornes de recharge, des fois dans les gares, dans les aéroports. Alors je parle de bornes de recharge qui sont en USB, pas avec la prise électrique. Ok. Faut éviter, parce que c'est pareil, on va se brancher en USB. Le mec, il vient le matin, il se branche en USB, il installe un petit programme dedans, il repart. Vous branchez, il y a plein de voyageurs qui se branchent, où ça bouffe toutes vos données. Et après, lui, il revient le soir, il se branche. Ah ouais. L'air de rien, je charge mon portable. Ok. Et en fait, il récupère toutes les données, quoi. Ok, d'accord. Donc, en général, quand on cherche à ne serait-ce à recharger son téléphone, on le fait, mais avec une prise électrique classique, quoi. Donc sur les machines à sous, faites gaffe, il y a toujours des petits trucs pour se recharger. Ne vous branchez pas sur les machines à sous. Bon, Gab, c'est l'heure du Fast and Curious. On le fera en 2 parties, je pense. Petite information que je donne comme ça. C'est mardi, cette information reste dans un coin de ma tête. On a parlé un petit peu hors antenne. Vous voyez un petit peu Combini. Vous voyez le concept du Fast and Curious. L'idée, c'est de répondre entre 2 propositions. Et de répondre, on va dire, assez rapidement, mais on va quand même prendre le temps parce que on n'est pas sur un format Instagram. Du coup, première question. Alors, est-ce qu'il faudrait préférer un mot de passe long ou la double authentification? Les 2. Incroyable. C'est marrant parce que sur ma fiche, j'avais aussi des propositions de réponses et tout. Il y avait marqué aussi les 2. Voilà, ça regroupe. Je vais peut-être pirater la fiche. Ah non, faut pas commencer comme ça là, parce que depuis tout à l'heure j'ai des scénarios Netflix dans la tête qui sont incroyables. On pourrait écrire des bouquins, c'est incroyable. La deuxième, Jo, tu en parlais tout à l'heure, VPN ou mode de navigation privée. Et avant ça, je vais en profiter si vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'est un VPN. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors le VPN, par exemple autour de la table, là on est 5. Je vais vous passer un message. Sauf que si je vous passe un message, là une boule de papier, on a un individu au milieu qui est capable de récupérer la boule de papier, de la lire et vous la repassez, de la récupérer, de la lire et de se la garder, ou alors de la récupérer, de la lire, d'écrire des trucs et de la passer. Vous allez recevoir le message, vous allez dire pourquoi il m'envoie ça. Le but du VPN en fait, c'est que ça va former une sorte de tunnel entre nous deux. Je vais vous envoyer la boule de papier dans le tunnel. Il n'aura pas accès au message. D'accord. Et donc ça va sécuriser en fait notre communication. Et donc voilà, le but du VPN, ça va permettre. Alors, on pense que normalement, alors oui, ça peut être le cas, mais voilà, le VPN, tout de suite, on pense un VPN, tiens, c'est cool, on va regarder Netflix avec des séries qui sont disponibles dans tel pays et pas en France. Sauf que voilà, c'est pas l'utilité numéro 1. L'utilité numéro 1 du VPN, c'est vraiment de sécuriser la communication entre le point A et le point B. Super bien expliqué. Et donc du coup, incroyable. Donc VPN ou mode de navigation privé.
VPN, parce que la navigation privée, c'est pas privé. Ok, Incroyable. donc VPN. VPN. Troisième question. Se méfier des emails ou des SMS inconnus? Les deux. On clique jamais sur les liens, quoi. Voilà, faut jamais cliquer sur les liens, que ce soit dans un SMS ou dans un email. Voilà. D'accord. Ok. Se méfier des applis gratuites ou des sites douteux? On aura la réponse juste après cette courte pause. Restez bien avec nous, on continue. Fast and Curious, c'est très très intéressant cette émission. Voilà, on apprend plein de choses sur la cyber malveillance avec Alan Kinnick, hein, on rappelle, qui est fondateur de Prévention Internet, expert en cybersécurité. Et Alan, vous avez aussi écrit le livre Prévention Internet et réseaux sociaux, édité en 2023. Voilà, donc les dangers de l'internet, le guide complet. On continue juste après ça. À tout de suite sur Sonal Pure Radio. Lundi, 19h-20h, Fresh Up. En direct sur Sonal Radio. Lundi, 19h-20h, Fresh Up. En direct sur Sonal Radio. Vous êtes sur Sonal Pure Radio, on est de retour dans Fresh Up. Alors je précise à tous les auditeurs qui ont jeté leur téléphone, nous ne sommes pas assurés pour ça, donc ce sera pour votre pomme. Voilà, parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ont dû jeter leur téléphone après cette émission. Et puis désinstallez pas l'application Sonal Pure Radio, elle est super sécure. Faites la mise à jour. Exactement, maintenant faites la mise à jour. Bon, juste avant de lancer cette pause, Gab, tu avais posé une question à Alan, est-ce que tu peux la reposer s'il te plaît? Oui, on était un peu dans le Fast and Curious, et donc la question c'était se méfier des applis gratuites ou des sites douteux. L'application Sonal Pure Radio, elle est gratuite ou payante? Nous, tout est gratuit ici. Joker. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Non, après voilà, il y a des applications gratuites comme Sonal par exemple, qui sont fiables, qui sont recommandées. Il y en a d'autres qui sont moins fiables parce que voilà, justement, on sait pas d'où ça provient. Après, à choisir entre les deux, je dirais plutôt de se méfier des sites douteux. Mieux vaut un antivirus ou une mise à jour régulière? Ah. Les deux. Ça peut être la réponse à beaucoup de questions aussi. Allez, en premier, je dirais quand même faire les mises à jour. Parce que si on fait les mises à jour et on fait attention à son téléphone, à où est-ce qu'on traîne, sur quoi on clique, etc., l'antivirus, il va être facultatif entre guillemets, mais vaut mieux l'avoir aussi. Et est-ce que les antivirus bloquent toutes les menaces ou c'est pareil, il peut quand même y avoir des trous dans la raquette? En fait, les antivirus, ça va bloquer les virus qui sont déjà connus. D'accord. Sauf que des virus, ils s'en créent tous les jours. Et donc forcément, si la signature de virus est pas connue par l'antivirus, il va pas le détecter et donc ça va pouvoir passer facilement. Donc faut mettre à jour son antivirus aussi. Et il faut mettre à jour l'antivirus aussi. Et hors antenne, vous nous parliez aussi du coup de l'intelligence artificielle qui maintenant permet un petit peu de prédire en fait, ou de prédire avant même finalement d'être infecté, quoi. En fait, là, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle, que ce soit dans les antivirus ou dans tout ce qui est système de cybersécurité, qui permet justement, par rapport à un comportement, de pouvoir prédire ce qui risque de se passer ou pas. D'accord. C'est-à-dire qu'il ça va se baser sur tout un tas de critères qui vont nous permettre de déterminer si ça c'est à risque ou ça c'est pas à risque. Très bien. À choisir, Google Chrome ou Firefox? La réponse peut aussi être les deux. Firefox. Ok. Pourquoi? Parce que Google n'est pas non plus l'exemple parfait en cybersécurité. Très bien. Ok, parfait. On a des messieurs de Google devant la porte. C'est des amis. On va être suivi en sortant. Donc, alors pareil. Il y a aussi possibilité de faire des jokers. Si jamais vous le sentez pas, il n'y a pas besoin. Je pense pas qu'il utilisera beaucoup. Par exemple, pour la suivante, niveau sécurité, un smartphone Android ou un iPhone? Grosse question. Le joker est toujours possible. Ça dépend ce qu'on met sur le smartphone. S'il est bien sécurisé, si on met des antivirus, etc. Après, techniquement, je dirais plus côté iPhone. Okay. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on pense que il n'y a pas de virus, par exemple, sur les ordinateurs Apple, et du coup, forcément sur les iPhones non plus, quoi. Mais c'est faux. C'est faux. Ok. Alors certes, c'est un peu plus bridé, donc c'est beaucoup plus compliqué pour justement s'infiltrer entre guillemets. Mais
tout est possible. Très bien. Avant-dernière question. Stocker ces fichiers sur le cloud ou sur un disque dur externe? Je dirais le disque dur externe, mais à condition. C'est-à-dire c'est une sorte de oui mais, c'est ça? Le disque dur externe, bah du coup on sait très bien que le disque dur, si on l'a physiquement en face de nous, il se passera rien. Par contre, faire ultra attention, c'est-à-dire que toutes les données que je vais partager sur mon disque dur, elles seront peut-être uniquement sur le disque dur. Demain, mon disque dur, je le perds, il crame, enfin peu importe. Derrière, je peux plus rien récupérer. Faut le répliquer, quoi. Voilà. Alors, on l'utilise en entreprise, la règle des 3-2-1, mais aussi je la donne à tous les étudiants que j'ai en cours. Au final, ça va être 3 copies différentes de notre fichier sur 2 supports. Donc ça peut être par exemple un ordinateur, un disque dur externe, dont un qui est hors site. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai mon ordinateur et j'ai mon disque dur externe. Je le souhaite pas, mais les studios prennent feu. Non. Les studios prennent feu, du coup tout crame. Ouais, c'est l'effet OVH un petit peu en fait. Très bien, c'est ça. Si par contre, admettons mon disque dur externe est dans la voiture, il est dehors, du coup, mon ordinateur va cramer, mais j'ai quand même une sauvegarde qui est hors site et donc qui sera sécurisée. C'est du bon sens en fait, c'est ça, c'est de se dire je multiplie donc je diminue en fait les risques de Exactement, ouais. Super info. On n'a pas de chance, c'est toujours on boit ses paroles. Ses paroles. Et du coup, alors c'est pas scripté, mais je rebondis sur ce que tu dis, Jo. Dernière question. Meilleure protection, bon sens ou logiciel de sécurité? Je croyais qu'il y avait que 2 choix. Oui, c'est ça, pardon. Des fois on le perd aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les mises à jour. Tu as plugué tout à l'heure, Gab, en sortant. Il y a peut-être des virus, je m'excuse là-dessus. On va choisir entre la meilleure protection, entre le bon sens ou un logiciel de sécurité. Je dirais les 2, mais en premier le bon sens. En premier le bon sens et après oui forcément le logiciel de cybersécurité. L'humain n'est pas infaillible, donc c'est vrai qu'effectivement, ouais. Le premier problème dans les erreurs informatiques, c'est l'humain. Donc au final, le problème vient de l'humain. Donc parce que j'ai reçu un mail, j'ai cliqué sur un lien et donc j'ai ouvert une porte à. Donc on va dire plus du bon sens et surtout de l'éducation numérique. Exactement, l'éducation numérique, d'ailleurs que vous faites aussi dans de nombreux établissements. Ça commence au collège, l'éducation numérique, lycée, ça commence à quel homme? Alors au collège c'est un peu jeune, plutôt au lycée. Où justement on peut avoir beaucoup plus d'impact. Quand on leur parle de réseaux sociaux, etc., ils ont tout de suite un intérêt. Alors après je dis au collège c'est un peu jeune, mais ne serait-ce en Haute-Savoie, je suis intervenu il y a quelques mois dans une école primaire. D'accord. Pour des problèmes de cyberharcèlement, de mauvaise utilisation des réseaux sociaux auprès de CE1. Ok, ah oui, donc ça commence très jeune alors. Donc ça commence très jeune. Ouais. J'ai une dernière question, Alan, là, qui me brûle les lèvres. J'ai souvent entendu dire que il fallait préférer la 4G au Wi-Fi parce que la 4G était cryptée, était plus difficile à déchiffrer au niveau de l'échange de données que le Wi-Fi. Est-ce que c'est vrai? Alors ça dépend, ça va dépendre si on est sur un Wi-Fi sécurisé. Ok. Par exemple le Wi-Fi de l'autre box, par exemple, de chez nous. Alors le Wi-Fi de votre box, il va être sécurisé sans être sécurisé. Super. Déjà, faut changer le mot de passe de votre box. Ok. C'est pas parce qu'il fait 30 km que derrière, forcément, il est hyper sécurisé. Ouais. L'idée, c'est de changer le mot de passe. Et quand je dis changer le mot de passe, c'est pas de mettre maison. Oui. En mot de passe. Jardin, par exemple. Ou jardin. Ouais, d'accord. Donc bon, il y a ça. Et après, oui, forcément, la 4G va être un peu plus sécurisée si le Wi-Fi est pas sécurisé. D'accord. Mais il y a pas les données en 4G sont pas plus cryptées entre guillemets que le réseau Wi-Fi, par exemple. Non, après voilà, c'est vraiment comme on disait tout à l'heure, du bon sens et surtout l'utilisation de tout un tas d'outils, de mettre des antivirus, des anti-malware et le VPN. Et du coup, le VPN, voilà, ça permet quand même de sécuriser davantage les informations. VPN gratuit, VPN payant? Les deux. Enfin, ça dépend vers qui on va se tourner, mais voilà. Enfin, tout à l'heure on en discutait aussi par rapport aux antivirus. Maintenant, quand on va prendre un abonnement d'un antivirus, on va avoir la version ordinateur et offerte la version téléphone. Et maintenant, quasiment tous, ils proposent aussi un VPN. Donc. Merci beaucoup, Alan. Vous restez encore quelques minutes avec nous. Une dernière question peut-être pour
Gwen ou Nolan, l'un de vous deux. Gwen, elle est paniquée. Oui, il est pas dans les yeux, mais Gwen, elle est déjà. Paniquée. Elle s'est dit, voilà, il y a encore des zombies à la maison. Moi, je vais racheter un quid. Je vais acheter une machine à écrire en 3310 et un carnet de temps. C'est une bonne idée. Tu nous diras, du coup, on correspondra par. Gwen, elle était dans la bienveillance, mais elle en peut plus, elle est, voilà. Comment je fais pour être bienveillant, là, Nolan? Moi, j'avais une petite question concernant le RGPD. On en a parlé en antenne tout à l'heure. Très bonne question. Je voulais savoir si, du coup, les réseaux sociaux, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, américains, donc par exemple Instagram ou Snapchat, sont protégés par le RGPD en Europe, ou la loi est pas vraiment respectée sur le RGPD en Europe. Et si on peut faire une réponse en 30 secondes, c'est parfait. Oui et non. C'est bon? Ça fait 2 deux. Ça répond à ta question, Nolan. Les deux. Ok. Oui. Alors après, ils vont. Alors vu que les plateformes sont aux États-Unis, donc forcément derrière, ils vont pas respecter toutes les lois, mais pour se donner bonne conscience, ils vont quand même respecter certaines lois en termes de RGPD. Okay. Après, la meilleure solution, c'est vraiment de faire en sorte de protéger nous-mêmes nos propres données. Ok, merci beaucoup. Et on va terminer par la chronique CUNU, culture numérique de Gab, qui va nous parler ce soir de la gêne bêta. Oui, alors du coup, il y a la lourde tâche de passer après cette bel exercice de cybersécurité. Donc là, du coup, je voulais un sujet un tout petit peu plus léger, parce que voilà, je me suis douté que voilà, ça en allait peut-être alarmer autour de la table. Et voilà, et je voulais vous parler de la gêne bêta. Qui correspond à la génération bêta. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis le 1er janvier 2025, tous les nouvelles naissances appartiennent maintenant à la génération bêta. Je sais pas si ça vous parle ou pas, cette idée de génération bêta, alpha, millennials, Oméga, X, boomer. Vous remarquez que j'ai redescendu dans le temps autour de la table, on sent ça vous parler. Et voilà, en fait, c'est pour dire que voilà, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Rapidement, c'est une théorie qui a été mise en place aux États-Unis en 1991 et au fait qui avait pour but de remarquer que dans la population américaine, suivant les différentes tranches d'âge, il y avait des comportements, il y avait des valeurs clés et il y avait des contextes qui faisaient que finalement chaque génération avait une manière de réagir, de s'approprier un environnement qui est différent. Donc du coup, la théorie derrière, c'est de dire finalement, est-ce que à travers le monde et à travers les âges, on peut pas classifier en génération par tranche d'année les individus qui naissent dans ces tranches d'années et puis leur donner des valeurs clés, des modes de consommation sur leur quotidien. Et donc là, l'idée, c'est de dire, tous les individus qui naissent à partir du 1er janvier appartiennent à la génération bêta. Et donc, ils vont avoir des caractéristiques d'être dans un monde avec une ère où l'IA va être pleinement développée, avec l'automatisation qui sera clairement intégrée à la vie quotidienne. Et donc, ça, c'est un exemple de contexte de la génération bêta. Des assistés, quoi. Et pardon. Je ne répondrai pas à cette question, je ne prends pas de parti. Tu connais mon côté réel. Et donc voilà, et je le vois, voilà. Et donc pour expliquer que voilà, c'est un contexte de la génération bêta. Et donc à chaque génération, donc si on revient en arrière, il y a les alphas, c'est ceux qui sont nés entre 2010 et aujourd'hui. Donc c'est Nolan, par exemple. Non, moi 2006, moi j'ai génération Z. Donc toi, exactement. 18 ans. Donc toi, tu es la génération Z. Pour ceux qui sont nés entre 95 et 2010. Ensuite, ceux qui sont nés entre 80 et 94. Ok. Moi, je vais lever la main. Oui. Formidable, et on a quasiment tous levé la main. En force. Voilà. Et avant nous, il y avait la génération X entre 60 et 79 et les baby boomers entre 1945 et 59. Eh ben, voilà. Ça vous évoque quoi, ça, ces différences de génération? Ce qu'on dit, une génération, c'est à peu près 25 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, traditionnellement, c'est plutôt 20 ans. Et au fait, là, les dernières générations, ça commence à se raccourcir, c'est 15 ans maintenant. Ah ouais? Okay. Oui. Tout se raccourcit. Du coup, Alan, ces histoires de génération. Alors. Avec le micro ouvert, c'est autant pour moi. C'est passé 20 heures là, donc du coup. J'allais dire, avant, on pouvait penser que justement les générations qui se faisaient le plus avoir en termes de cyber, c'était les anciens. Sauf que la tendance, en fait, elle s'est inversée. Les anciens, ils savent que c'est les victimes numéro 1, donc ils sont devenus limite parano. Ouais. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que du coup, ils prennent tout un tas de précautions et ils se font pas avoir. Et au contraire, les jeunes, ils sont nés avec un portable dans les mains, donc t'inquiète, je connais tout. Ouais. Et en fait, c'est les premiers, ils baissent la défense et du coup, ils se font taper tout de suite. C'est une bonne analyse, effectivement. En tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup, Alan. En tout cas, c'était une super émission. On a appris beaucoup de choses ce soir. Je sais pas, autour de la table, voilà, peut-être que... Nous ne reverrons plus Gwen en panique. Je vais rallumer mon portable.
On va acheter des timbres pour Gwen parce que du coup, voilà, on va devoir communiquer comme ça maintenant. Mais voilà, je suis sûr que vous avez appris plein de choses. Et si vous avez encore des questions, n'oubliez pas, vous pouvez vous faire aider, accompagner par des spécialistes comme Alan. Et puis notamment, pourquoi pas, essayer, c'est gratuit, le défi, 30 jours cyber. Ça se passe sur la plateforme prévention-internet.fr, créée par Alan. Et vous allez pouvoir, chaque jour avoir un défi à faire, une action à réaliser pour essayer de protéger vos appareils et surtout de réduire la cybermalveillance. On peut le résumer comme ça. Et devenir bienveillant après au bout des 30 jours. Exactement. Je suis pas sûr que ça suffira. Soyez prudents en tout cas. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Alan. Merci à vous. Et on rappelle que vous avez écrit le livre Les dangers d'Internet, le guide complet. Vous l'avez écrit en 2023, mais il est toujours disponible. C'est ça. Et ça, en fait, ça regroupe tous les dangers qui sont possibles sur Internet. Que ce soit les arnaques financières, la cyberdépendance, le cyberharcèlement, les arnaques pendant sentimentales, etc. quoi. Le piratage de comptes, les faux profils, les fake news. On le fera peut-être gagner d'ailleurs ce livre sur le site internet de sonalpe.com, donc restez bien avec nous. Et puis n'oubliez pas de vous connecter sur le site internet. Merci Gab, on te retrouve mercredi. Exactement, moi je vais commencer à prendre, je crois, mes appartements ici. Vous le retrouverez en short pour l'émission de sport, Playoff. Un petit peu de sport, le sport du mercredi. Aux côtés de toute l'équipe. Merci Gwen, à dans 2 semaines. À dans 15 jours. Oui. Merci beaucoup Nolan. Merci à vous. Au bientôt derrière le micro pour une chronique. Merci à vous chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine 20h 21h sur Sonalpe 19h 20h sur Sonalpe Radio, bien entendu, et puis à retrouver dès demain en replay sur sonalpe.com. Bonne soirée, il est 20h. Lundi 19h 20h Fresh Up en direct sur Sonalpe Radio.